Ok. Bonjour Yves, plaisir, Bonjour Jean. plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton livre qui vient de paraître, Entrée en matière aux éditions Terre Ouais, Noire. ouais. Ouais. Ton Oui, premier oui. livre qui vient tout juste de paraître. Qu'est-ce que ça fait de... Je suis ému, hein. J'ai 75 ans, hein, pour me présenter un peu plus. Donc, c'est mon premier livre. J'ai beaucoup, beaucoup écrit dans un cadre professionnel. J'ai écrit il y a longtemps dans un espèce de fanzine de village dans les Pyrénées, mais ça, voilà. Mais c'est la première fois que vraiment je publie un livre. Et pour moi, j'y vais aller, j'y vais carrément tout de suite. Ça a quand même un sens particulier. Euh, Mon père disait, c'est pas la peine d'écrire, tout a déjà été écrit. Et cette phrase m'était restée. Dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là, le vieux, ça va. Pourquoi dire ça, quoi? Quel besoin de dire ça? Et quand vraiment ce livre a commencé à devenir livre, parce qu'au départ, c'était pas un projet de livre, hein. Au départ, c'était de l'écriture comme ça, un peu pour me soulager d'une pression. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à avoir le livre, je me suis souvenu de cette parole de mon père. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, papa, où que tu sois, j'aimerais bien un jour passer devant une librairie et te dire, t'as vu, papa? C'est ton nom. Et voilà, j'ai j'ai transgressé ta sentence définitive et j'ai écrit. Et ce que j'ai écrit, je ne suis pas sûr que ça avait déjà été écrit avant. Peut-être plus ou moins quand même. Enfin bon, j'ai pas cette originalité à ce point-là, mais j'ai écrit du fond de ma tripe, on va dire. Alors justement, je vais lire un petit peu le quatrième de couverture. Tu dis, ayant été aux prises avec un pervers narcissique que j'avais initialement pris pour un ami, j'ai dû trouver une tangente pour ne pas me laisser gagner par la violence induite, sombrer dans le passage à l'acte. Elle m'étant Mhm. aperçu dans ses regards et attitudes de ce que ses manigances lui procuraient une jouissance, j'ai commencé à interroger cette formule, jouir sans entrave, que j'avais proférée quelques années auparavant. Et pendant 3 ans, à tout moment, le jour ou la nuit, je notais les idées de passage, sans ordre ni projet précis. Petit à petit, reportant régulièrement mes notes dans un fichier, j'ai vu apparaître un fil conducteur. Tu parlais de pression intérieure. Peux-tu nous parler un peu plus de la genèse de ce livre, de comment il s'est écrit? Mais tu viens de le lire fort bien parce qu'effectivement, il s'est passé un truc. Je me suis retrouvé dans une situation avec un sentiment de trahison très fort, très très fort. Euh, Je vais pas raconter l'histoire en détail, surtout que je tiens pas à ce qu'on puisse recouper et retrouver de qui il s'agirait. Mais je me suis vraiment retrouvé dans un profond sentiment de trahison, de coup de poignard dans le dos. Coup de poignard dans le dos, ça correspond chez moi, c'est pas anodin, ça correspond à un très très vieux rêve que j'ai fait quand j'avais 6 7 ans, et dont je me souviens encore très bien. Et donc, voilà, avec ça, j'étais à la fois dans une découverte de ma propre compétence agressive, c'est-à-dire que auparavant, j'étais plutôt ce qu'on va appeler aller, un gentil garçon, jamais agressif, toujours conciliant. Et là, j'ai commencé à avoir en face de moi quelqu'un qui demandait des limites, et je me suis mis à poser des limites, très nettes, très fortes. Et ouvertement devant les gens qui pouvaient se trouver là. Et donc ça déjà, ça m'a beaucoup appris, mais en même temps, ça suffisait pas. Et intérieurement, je sentais vraiment une colère très très forte monter, une rage, hein. C'était, disons que j'étais dans quelque chose qui pourrait tendre à ce qu'on appelle la double contrainte, hein, Grégory Bateson, hein, et effectivement, où de toute façon, quoi que je fasse ou que je fasse pas, euh,
Ce gars essayait de me renvoyer dans les cordes. Et donc, ça faisait, comme Bateson le décrit très bien, ça me faisait monter vraiment une rage. Donc, voilà, j'aurais pu bêtement lui mettre un pain, comme on dit. Je crois que ça aurait été très con, que évidemment j'aurais été là-dedans, moi, fautif, mais surtout que ça aurait été très con parce que ça aurait fait que enraciner la question. Enraciner la question du mal, on va dire ça comme ça, même si c'est un terme un peu. Et donc, j'ai commencé à écrire, comme je le dis là, euh, à écrire à tout bout de champ. Ça pouvait être dans le métro, ça pouvait être en pleine nuit, allumer la lumière, ça pouvait être à table, ça pouvait. Paf, j'avais toujours un petit calepin, un bout de papier, et j'écrivais des idées. Hein, je crois que c'est Pythagore qui dit que, une pensée, c'est une idée de passage. Et donc, les idées de passage, je les attrapais et je les mettais noir sur blanc. Et très rapidement, ça n'avait plus rien à voir avec la situation d'origine. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu, euh, ben, effectivement, à partir de la question du jouir, c'est vraiment devenu une remise en cause de tout ce que j'avais un peu défendu, proféré jusqu'à présent. Alors, remise en cause, pas, 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 pas balayée, hein, mais re-questionner, euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, jouir, qui est apparemment quelque chose de positif quand on en parle usuellement, euh, devient tout d'un coup, selon une certaine circonstance, quelque chose de négatif, de nuisible. Donc voilà, je me rendais compte que cette personne jouissait de nuire, et pas que moi, à d'autres personnes autour aussi. Et ça m'a... Bon, bien sûr, j'ai essayé d'en parler avec lui, tout ça, bon, rien ne à faire. Et voilà, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de faire en sorte que ce soit, au lieu d'être un obstacle, que ce soit une clé, que ça devienne une clé, que ça m'ouvre des espaces de réflexion que j'aurais pas eu sinon. Et si je comprends Non, bien, une clé d'évolution, une clé de transformation, au-delà de ton histoire personnelle, ça a beaucoup de résonance avec ce qu'on peut vivre dans le collectif aussi. Donc, ouais, justement, ne pas céder à la tentation du pain et arriver à transformer ça ouais, un élan créatif, créateur. Voilà, il y a quelque chose. Je vais encore te citer le quatrième de couverture, hein, donc par lequel tu décris la démarche. Tu dis que, en allant dans le sens de ce que tu viens de dire, que les provocations de ce pervers t'avaient finalement poussé à t'extraire d'une forme de naïveté protectrice qui te ouais, collait depuis l'enfance, à transformer ta perception de l'humain en accueillant la conflictualité fondamentale et que du coup, tu avais procédé à une sorte de droit d'inventaire sur les idées émises par ta génération il y a quelques 50 ans. Et cette fois, ouais, écrit bien plus tard dans une perspective jungienne, que tu as voulu écrire sans chapitre, sans section, comme une rivière qui s'écoule. ouais. Bon, oui, bon, ça c'est la façon dont j'explique que quand la décision, quand je me suis retrouvé au fil des, parce que j'ai commencé à écrire sous cette pression-là, mais comme je te disais, c'est au bout d'un moment, c'était plus du tout la question. D'ailleurs, je voyais plus la personne en question, la situation, le cadre général avait changé, euh, et j'étais plus en sa présence. Et donc, mais je continuais du coup. Le, 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 le siphon était amorcé, et je continuais à écrire, dans les mêmes conditions. Et puis un beau jour, j'ai regardé ce fichier. C'était un fichier Word tout bête, hein. Et je me suis rendu compte que il y avait allez, dans la mise en page du moment 155 pages. Dans le livre, ça donnait 172 pages, mais je me suis dit, ah, bah, quand même, il y a de la matière. Et
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah tiens, alors je me suis dit deux choses en même temps. Euh, le jour de mes 70 ans, le 22 septembre 2018, je me suis dit, bon, là, le texte, il est clos. Je n'y touche plus ni une virgule. OK? Une fois que j'ai eu dit ça, c'était décidé. Et puis, je me suis dit, euh, est-ce que ce serait publiable? Donc, je l'ai envoyé à trois, quatre amis. Certains m'ont dit, j'y comprends rien, ça me tombe des mains. D'autres m'ont dit, c'est super, c'est génial, faut vraiment que tu publies. Enfin, j'ai eu des avis très, très contradictoires. Donc voilà, j'ai un peu mis en page, enfin, arrangé le visuel, et j'ai envoyé à une première boîte d'édition qui m'a dit la réponse classique, Monsieur, votre texte est très intéressant, c'est très bien écrit, mais ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Bon, d'accord. Première fois, je me suis dit, ah, c'est sympa de me dire que j'écris bien. Deuxième fois, je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, au bout de six ou sept fois, je me suis dit, OK, j'ai compris, c'est la formule consacrée. Mais bon, voilà. Euh, c'est peut-être ça intéresse certaines personnes et peut-être il y a des gens qui ont pas envie de dire ça. Et puis, il y avait surtout ce fait que j'avais décidé de ne plus y toucher et donc de pas scander en chapitres. J'ai essayé à un moment, hein, il y a une amie qui m'a dit, mais si, il faut que tu fasses des chapitres, des grands machins. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai eu quelques idées comme ça, mais bon, voilà, ce texte, il était là comme ça. Et bon, quand je dis un torrent dans la montagne, effectivement, j'ai habité la montagne assez longtemps. Voilà, la rivière, c'est cool, quoi. Il n'y a pas de, enfin, il y a des rochers qui la forcent à changer de, mais il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'écluse, tout ça. Mais la rivière coule, non pas en chapitre, mais on peut voir que ce sont en fait des pensées. À chaque fois, c'est presque un style aphoristique en fait, par aphorisme. Ouais. Chaque paragraphe développe une pensée et ces pensées s'articulent les unes avec les autres, touchant à beaucoup de sujets, hein, interrogeant le pouvoir, interrogeant le jouir, interrogeant l'inconscient. À un moment, moi, mon attention a été attirée par la façon dont tu parles des rêves, tu parles processus créatif. Enfin, tu touches énormément de sujets et euh, cette rivière qui coule, dans ce que je disais tout à l'heure du quatrième de couverture, tu mentionné qu'il y avait une perspective jungienne. En fait, que tu apposes un regard euh, à travers d'une part ton expérience de vie sur ces idées, les idées de ta génération, et puis avec une Ouais. perspective jungienne. Est-ce que tu peux nous en dire peu quelque chose? Alors, bon, il se trouve que, ouais, alors, ça interroge un peu mon histoire, hein. Mon histoire avec Jung. Jung, je l'ai rencontré, si je peux dire, dans une librairie anarchiste à Perpignan, il y a bien des années, en 78, c'était. Une librairie qui s'appelait Le Futur Antérieur, rue du Théâtre à Perpignan. La librairie n'existe plus, mais bon, il y a toujours la plaque, enfin, la céramique, Le Futur Antérieur au-dessus. Et c'était la librairie Anard de Perpignan, quoi. Et bon, quand on descendait de la montagne avec les gens avec qui je vivais là-haut, ça faisait partie de nos passages. Quand on sortait en ville, hein, on était vraiment les pieds dans la glaise, hein, les fourches, le fumier et tout ça. Et de temps en temps, on sortait en ville, donc on se mettait un peu bien et on allait se faire une toile, un cinéma, une pizza. Il y avait une grande pizzeria à Place de Catalogne et un passage au futur intérieur. C'était un peu un rituel. Voilà. Moi, j'ai toujours soupçonné Jung de fréquenter les librairies anarchistes, peut-être sous couvert de certain anonymat, mais donc c'est là que tu l'as rencontré. Écoute, voilà, je suis dans cette librairie avec les copains qui causent aux libraires. Euh, bon, moi, j'étais pas très causant à l'époque, hein. J'ai un peu changé depuis, mais et je regardais les tranches de bouquins sur les étagères.
Et tout d'un coup, je vois un bouquin, Les racines de la conscience, C.G. Jung. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y avait évidemment en librairie Anard, il y avait tous les classiques, les Bakounine, les Proudhon et autres machins, hein. Mais là, et je regarde ce bouquin, et une fois que je l'ai dans les mains, impossible de le remettre. Il y avait la place pour le remettre, mais impossible. Je l'ai acheté. On n'avait pas des budgets mirobolants à l'époque, mais voilà. Donc c'est comme ça que le premier contact que j'ai eu avec Jung. Alors les racines de la conscience. Je veux dire qu'à l'époque, ça m'est passé, et encore maintenant, je pense, mais très très largement au-dessus, hein. Bon, Pas commencer par ce qui était plus facile à lire chez Jung. Ça, c'est pas ça que je recommanderais à nos auditeurs pour s'initier à la pensée. Mais qu'est-ce que Jung amène dans ce droit d'inventaire des idées de ta génération? Qu'est-ce que la perspective jungienne y amène? le mouvement de 68, hein, qui a pris la planète entière, hein, est assez typiquement, dans la façon dont je le regarde, l'actualisation d'un archétype, hein. C'est un peu, bon, c'est pas le même niveau que Votant dans l'Allemagne des années 20-30, mais c'est aussi un grand mouvement collectif. Personne ne s'est concerté, malgré les imaginations un peu persécutés des ministres de l'Intérieur de divers pays. Euh, Tout d'un coup, ouf, quelque chose monte, envahit la planète, et on ne sait pas bien d'où ça vient parce que il n'y a pas eu d'idéologue, il n'y a pas eu hein. Il y a un mouvement. Voilà. Et pour moi, je l'entends vraiment comme l'actualisation de ce que Jung a appelé bien plus tard un archétype. Enfin, non, le terme était déjà, il avait déjà utilisé ce terme bien avant, mais euh, et donc il y a ça, il y a le fait que euh, moi, au niveau du travail sur la psyché, quand j'étais encore dans la montagne, hein, avec mon troupeau, euh, il y a un courant thérapeutique qui est vraiment venu me chercher. C'est-à-dire des gens qui ont débarqué au MAS un beau jour et qui, en fait, c'était eux, Reichiens, le cri primal. Janov, je sais pas, hein, et donc, bon, j'ai accroché. Alors que j'étais à milieu de ça, j'ai accroché et j'ai commencé un travail avec ces gens-là. Donc, travail corporel et émotionnel. Et c'est ça, c'était en 77, et donc l'année d'après, je trouve ce bouquin de Jung. Donc, il commence à y avoir quelque chose qui prend, sans que je l'explique, enfin, sans même que je me rende compte à l'époque, quelque chose qui prend autour de la question de l'inconscient, hein, de la psyché. Mais étant donné ma structure, j'aime pas beaucoup ce mot, mais ma façon d'être, disons que c'était quand même bien que je commence par un travail corporel, hein, parce que j'ai beaucoup de choses inscrites au niveau somatique, au niveau corporel, et que c'était la voie qui, moi, pouvait me convenir. Depuis, évidemment, j'ai nettement orienté mon chemin vers les courants jungiens, les lectures, et puis participation à un certain nombre de groupes, d'associations, de groupes de réflexion. Et voilà, c'est venu un peu tout seul. Je dois citer Jung, enfin en parler trois, quatre fois dans le texte, là. Euh, mais c'est vraiment une idée qui fait et qui continue aujourd'hui à faire son chemin. Oui, tu parles de l'individuation, bon, Mm. tu parles du pouvoir, tu parles tiens, par exemple, j'ai relevé ces mots, page 38, peut-être peux-tu rebondir dessus, où tu nous dis révolutionnaires et réformistes ont en commun de prétendre intervenir sur la situation comme un objet extérieur, en oubliant qu'ils en font partie. Ce qui supposerait de considérer que le vivant est un lieu de confrontation entre au moins des dynamiques de préservation, des dynamiques de changement, de transformation. Quand j'ai lu ça, j'ai mis
dans la marge, une troisième voie peut-être, point d'interrogation, entre réformisme et révolution, qui sont un des grands débats qui a agité la génération 68 et suivant. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Mais là, oui, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une troisième voie, euh, au sens où j'ai toujours été très réactif, très très agacé par cette formule d'Aristote. Il n'y a pas de troisième terme, tertium non datur. Hein. On ne peut pas entendre qu'il y ait des opposés qui coexistent. Alors que bon, ben, il suffit de voir, hein, d'ailleurs, on est tous issus de la rencontre de deux opposés, un masculin et un féminin, qui ont bien trouvé moyen de coexister et de nous concevoir. Donc voilà. Mais bon, on va pas rentrer sur Aristote. Bon, cette idée, euh, j'ai été dans pas mal de mouvements qui voulaient changer le monde, comme on dit. Hein. Et j'ai vraiment petit à petit, même si des fois j'ai encore des velléités interventionnistes, mais petit à petit, je me suis dit, c'est vraiment le monde que, je ne sais plus qui dit ça, mais le monde que tu veux voir advenir, fais-le advenir en toi. Le changement, il vient de l'intérieur. C'est parce que c'est si j'arrive effectivement à rencontrer, à me confronter à mes propres dispositions, encore inconscientes à ce jour, que petit à petit des choses vont bouger, vont changer dans le monde. C'est pas parce que je vais prendre le pouvoir, enfin je et puis d'autres, prendre le pouvoir et imposer des choses euh, à, à des gens qui n'en peuvent mais. Hein, donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit ça. Mais on est en plein dans notre sujet de Jung, de l'individuation, parce que Jung, Mhm. finalement, justement, amène une vision de la psyché faite d'opposés et avec ce processus d'individuation Mhm. dépasse, qui dépasse les opposés. Et là, j'ai relevé une phrase que tu amènes qui me semble être au cœur de ce que tu communiques dans ce livre, ma lecture, hein, mais tu vas me dire si. Mais tu écris, c'est bien parce que nous refusons que la vie soit tension, qu'il y a des guerres, des meurtres, des injustices. Ces passages à l'acte sont juste des compensations de notre déni. Je trouvais que c'était très très fort ce que tu amènes là. Oui, oui, c'est ce que j'éprouve profondément. On est dans un monde en ce moment qui est, on va dire, extrêmement incertain. Hein. Je pense que pour beaucoup de gens, on peut même dire inquiétant, angoissant, tellement c'est perturbé, c'est plein de violence. Et je persiste à croire, enfin à croire, à éprouver, hein, plus qu'à croire, cette violence qui se joue à l'extérieur, elle est celle qu'on n'arrive pas à voir à l'intérieur de nous. Hein. Moi, bon, je suis attentif à mes rêves depuis un certain nombre d'années, une quarantaine d'années, et c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement dans mes rêves de voir alors deux gars qui se battent. Hein, et manifestement, ils sont liés l'un à l'autre indéfectiblement. Donc, bon, je vais pas rentrer dans l'étude de ces rêves-là, mais pour moi, il y a vraiment là quelque chose se dit de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Alors, comment je peux travailler là-dessus, l'aborder au-delà de ce que je suis en train d'en dire là tout de suite? Ça, c'est une autre question. Effectivement, par quel mode d'expression qui devrait le plus possible inclure quand même le corps. Donc ça peut être sur l'expression corporelle, ça peut être la danse, ça peut être le mouvement, hein, ça peut être du dessin, des choses, enfin des choses qui mettent en mouvement en tout cas. Mais aller identifier euh,
les tensions qui sont chez moi. Récemment, là, j'ai participé à un groupe de théâtre forum. Théâtre forum, c'est une approche du théâtre de l'apprimé de Augusto Boal au Brésil dans les années 50, hein, qui visait à ce que des gens qui étaient complètement illettrés, hein, des paysans du Nord-Est, euh, petit à petit prennent conscience des situations qu'ils vivaient et des situations d'opposition. Et le travail qu'on a mené là avec des gens d'horizons très très différents, hein, euh, c'était intéressant parce que vraiment j'ai senti, et je crois que les autres aussi, enfin c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs un peu tous, c'est comment c'est, on jouait des scènes qui étaient des scènes d'oppression, le théâtre forum visant à présenter ces scènes une fois qu'elles sont construites à un public et voir comment ce public réagit et accepte de venir prendre des rôles pour rejouer les scènes, pour les modifier, pour les transformer. Et là, il y a quelque chose aussi, c'est très actif. C'est-à-dire que ça demande vraiment de mouiller sa chemise, de ne pas rester sur les chaises, sur les gradins, à dire ah, il aurait dû dire ça, il aurait dû dire ça. Tu viens, tu prends la place de l'acteur et tu dis ça à la place de ce personnage-là. Et on voit comment ça répond, comment ça évolue. Donc il y a vraiment la question de se bouger et de se mettre en mouvement. Voilà, il y a des choses comme ça, diverses, qui sont voilà, dans ce champ-là. Et ton écriture, donc aussi, est une façon d'adresser, si je comprends bien, cette tension, ce que tu racontais au début. Ouais. Euh, Mm. la danse, le mouvement, le corps, l'expression théâtrale, le dessin, mais l'écriture, même la pensée, finalement. Et ton livre, bon, moi, je considère qu'il touche à énormément d'aspects de je dirais, de la condition humaine, de ce qu'on vit profondément en étant humain dans certaines questions. Par exemple, la question du pouvoir. Alors justement, peut-être avec l'ombre de ce personnage qui a suscité le livre et dont il n'est jamais question, parce qu'il faut bien dire, c'est absolument pas le sujet. Mais je vais te lire un peu, parce que ça va donner une idée des idées que tu amènes, qui sont fortes. Là, tu dis, Ouais. le pouvoir, c'est la drogue. La jouissance des grands angoissés refoulés, des minés qui en deviennent minables, tout en portant beau. L'apparence prenant ses racines dans l'animalité la plus archaïque, telle la crête de l'iguane, pour impressionner l'adversaire et chercher à éviter la bagarre, ou pour attirer le sexe opposé, et surtout au moins chez l'humain pour masquer son angoissante fragilité, ressentie comme nullité honteuse quand elle n'est que profonde humanité. Déjà, je suis pas sûr que la vie, comme quoi c'était bien écrit, était juste de circonstances, comment dire, la lettre automatique. Il se pourrait que quelques personnes aient trouvé que c'était bien écrit et que j'en suis. Hein, tu continues sur le pouvoir à un autre endroit. Là, j'étais page 66. Tout d'un coup, je rebondis à la page 45. Ça donne une idée de comment c'est construit en arborescence. Euh, Ouais. la question du pouvoir exercé est résolument merdique, excrémentielle. Il faudra bien un jour, si l'humain prétend se construire dans le devenir plutôt que s'y anéantir, qu'il soit communément établi que la recherche du pouvoir n'est que le signe d'une profonde fragilité surcompensée, d'une incapacité à assumer la puissance créatrice, destructrice, consubstantielle à la manifestation de l'être, quels que soient les prétextes mis en avant. Ouais. Ouais. Et trois paragraphes plus loin, tu assènes, dans tous les cas de figure, prétendent vouloir le bien des gens malgré eux et le fondement même du totalitarisme. Quelques commentaires sur ces éléments. Alors, ça appelle plusieurs choses. La dernière phrase, effectivement, vouloir le bien des gens malgré eux. J'ai travaillé dans un registre de prévention sanitaire pendant des années, pendant 23 ans. Et vraiment, plus ça allait, plus je m'apercevais qu'à chaque fois qu'on voulait le bien des gens malgré eux, c'est-à-dire sans travailler avec eux sur les solutions possibles, mais en leur imposant les solutions pour leur bien, à chaque fois, ça foirait. Au lieu de résoudre les problèmes, on les accroissait, hein. Donc,
j'ai répété ça à des tas de partenaires, parce que c'était un travail qui évidemment se menait dans un partenariat assez élargi au niveau des institutions et des associations. Mais je me suis rendu compte que ça avait vraiment du mal à passer, quoi. C'est-à-dire des gens qui avaient des diplômes, qui avaient fait des études, et tout ça, en santé, en architecture, en urbanisme, enfin bon, dans tout un tas de domaines, disaient, mais attends, mais moi j'ai fait, excuse-moi, mais j'ai une maîtrise, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait 3 ans, 5 ans d'études, je sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ben oui, mais si tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là et que tu vas voir les gens et que tu leur dis poussez-vous, je vais faire à votre place, d'une certaine façon, tu les annules symboliquement, tu leur permets pas d'exprimer leurs compétences symboliques. Et ça, c'est, à mon avis, humainement, c'est grave, hein. C'est pas simplement que c'est dommage, ça marche pas, c'est que euh, c'est cette bonne vieille parabole plutôt que de donner du poisson, montre-leur comment pêcher. Euh, il- on peut pas faire. Voilà, on peut pas faire à la place. Ça vaut d'ailleurs. Et là, parfois, ça peut même être compliqué en thérapie, hein. En- dans la, Absolument, dans la absolument. relation analytique, si le thérapeute commence à vouloir le bien du patient ou de la patiente, malgré lui ou elle, à un moment ou un autre, ça va revenir en boomerang, hein. C'est certain, si le thérapeute croit savoir pour le patient, alors là, c'est catastrophique. Mais là, on te pose un problème, comme tu disais, c'est dramatique humainement, mais on est sur un problème qu'on pourrait qualifier vraiment de l'ordre du politique, au sens le plus profond. Et ce que j'ai, toutes les citations que j'ai tirées là de ton livre semblent avoir une résonance avec les situations que nous vivons, que ce soit dans l'échec du politique à améliorer la vie des gens, ou que ce soit aussi dans la jouissance perverse peut-être du pouvoir, le masque, Ah ben, le le masque pouvoir. la drogue du pouvoir. Oui, oui, oui. Enfin, quand je joue sur merdique excrémentiel, bon là, je charge un peu, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est venu comme ça s'est écrit comme ça. Mais c'est vraiment toute cette question de ce qu'on appelle le stade anal, quoi, l'analité. On revient à Karl Abraham, mais tout ce qui va sous-tendre la relation maître-esclave. C'est-à-dire qui fait que il va y avoir une dissymétrie dans la relation. D'un côté, quelqu'un qui va être en position de maître et de l'autre une position d'esclave. On sait que des fois ça s'inverse, mais bon. Autrefois, il y avait les sociétés traditionnelles, il y a quelques siècles, l'inversaient dans des grands moments comme le carnaval, par exemple, hein, la fête des fous, qui était ces moments où on faisait basculer le pouvoir d'un côté à l'autre. Mais donc ces sociétés savaient très bien que là, il se passait quelque chose et qu'il fallait y faire attention. Donc on avait trouvé ce mode un peu, un peu limite, mais qui sympathique. Puis le carnaval, c'est sympathique, hein. C'est enfin sympathique. Ça peut être parfois un peu cruel, mais bon, voilà, il y a toute cette dimension euh, de la relation, ou plutôt de l'absence de relation, parce que c'est un mode relationnel, mais il n'y a pas vraiment d'échange dans une relation maître-esclave. Il y a pas vraiment, ça circule pas, quoi, hein, ou ça circule dans un seul sens, mais et ça fait pas société, hein. Euh, S'il n'y a pas de, là je vais parler comme Marcel Mauss, mais s'il n'y a pas de dette mutuelle réciproque, la société marche pas, hein. Il faut qu'il y ait un système où on se doive toujours quelque chose, même si on ne le rend pas directement à la personne. Si je ne rends pas à la personne qui m'a donné, je rends quand même quelque chose de ce que j'ai reçu et ça circule comme ça. Et ça, c'est essentiel, essentiel. Et c'est vraiment une question énergétique, hein. C'est pas du tout une question morale, hein. C'est une question économique, on pourrait dire, mais c'est surtout une question énergétique pour que dans la société, les choses circulent et fonctionnent, pour que ça ne bloque pas. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui bloquent, qui coincent, parce qu'il n'y a pas de circulation de dons et de dettes, euh, et d'autres choses, mais bon, entre autres ça, quoi.
Merci, puisque ton propos illustre bien comment En fait, c'est vraiment une réflexion profonde que tu as menée, qui s'est menée à travers cette écriture, qui interroge profondément justement la circulation symbolique, Hmm. le rétablissement de la circulation symbolique Ouais. et justement le format du livre en petits paragraphes, en petites pensées percutantes, je dirais. À chaque fois, il y a avec un langage, oui, peut-être que les évocations excrémentielles sont un peu forcées, c'est aussi le talent de l'écrivain, justement, d'amener une image forte. Euh, voilà, mais il y a vraiment une pensée construite. Et par exemple, continuer dans le sens de ce que tu es en train de dire, tu parles de l'individuation. Euh, Tu parles de l'individuation déjà en disant, en distinguant l'individuation de l'individualisation, et donc je crois comprendre aussi de l'individualisme, en disant ce qui distingue l'individuation de l'individualisation réside en ce que se différencier ne consiste pas à se construire comme isolat regardant le monde de haut, tel un stylite se croyant stylé. La différence est nécessairement discrète. Quand elle est ostentatoire, elle s'égare. Hmm. Et la petite perle suivante, c'est l'individuation, c'est peut-être savoir se délier pour mieux se relier consciemment en suivant la poussée intérieure qui y oriente obstinément. Hmm. L'individuation comme solution, ça a l'air de te surprendre. Non, non, mais je sais que je l'ai écrit, mais c'est ce que je dis, hein. C'est l'écriture guide la main, puisqu'elle ne se laisse guider par la main. Euh, je me, je me, je me suis surpris moi-même, hein, et même en me relisant maintenant, je m'étonne d'avoir osé écrire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est exprimé, qui avait besoin de s'exprimer, qui a été réveillé par un événement euh, qui n'était pas un événement agréable. Mais le fait que c'est été réveillé m'a permis de laisser le champ libre à quelque chose qui était là, qui était prêt, en fait, mais qui dormait. Hmm. Euh, et donc, j'ai participé à ce que ça se réveille, j'ai envie de dire. Voilà. Eh, merci, c'est très intéressant parce que justement ça témoigne de comment un processus créateur peut se dérouler pendant des années. Et quand tu me parles du fait qu'il dormait, on peut dire que c'était inconscient. Et puis, à un Ouais. moment, la conscience participe. Et voilà le processus créateur qui se manifeste comme une rivière souterraine qui vient d'apparaître. Ouais. Je vais relire cette phrase parce que elle est vraiment, tu proposes une solution, ou tu proposes en tout cas, tu exprimes d'une façon très condensée quelque chose qui, je crois, doit donner à réfléchir aux personnes qui nous écoutent sur la façon dont l'individuation peut aider à amener des solutions. Puis je vais t'emmener après sur les questions par rapport à l'écriture, justement. Mais l'individuation, c'est peut-être savoir se délier, donc sortir des liens pour mieux se relier à nouveau, consciemment, en suivant la poussée intérieure qui y oriente obstinément. Obstinément. C'est Oui. frappant ce que tu dis là. Il y a une... Il y a une pression, il y a une pression. euh, alors, pour parler jungien, on va dire du soi, hein, mais il y a une pression vraiment très, 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 très forte. Et il arrive parfois que le petit moi, et là je parle vraiment de ma place, hein, que le petit moi soit bousculé, hein, et qu'il préférerait, bon, rester les doigts de pied en éventail, tranquille, il fait beau aujourd'hui, et je vais aller sur le gazon. Euh, et que de l'intérieur, il y a quelque chose qui vient et qui dit, écoute, non, c'est pas aujourd'hui que tu vas te reposer. Bon, c'est délicat, hein, avec ça, parce que c'est toujours la relation on va dire, enfin, la relation du moi et de l'inconscient. Tiens, justement, ce très beau petit livre, La dialectique du moi et de l'inconscient devant moi, là, euh, il dit très bien dans ce bouquin, Jung, qu'il faut faire attention. Parce que si l'inconscient collectif commence à submerger le conscient, on va
dans un phénomène qui s'appelle l'inflation mm, et qui est un phénomène dangereux, où vraiment tout d'un coup on se sent investi d'un truc, alors qu'en fait on est que le... Moi je suis le jardinier de l'arbre, hein, ou de la fleur, comme je dis à la fin. Hein, je suis pas le... c'est pas moi, je ne suis pas le créateur. Je suis le jardinier. Euh, J'aménage autour, je fais en sorte que tout soit bien, que ça puisse pousser, et puis je regarde comment ça pousse. Si je cherche à trop intervenir, euh, je sais, hein, pour l'avoir déjà fait, si je cherche à trop intervenir, je m'accapare le processus, et donc j'en annule la force, j'en annule la vertu. Euh, alors je me crois évidemment pendant tout un temps, je suis un peu exalté comme ça, je suis très, très content de moi, mais je sais que c'est un processus dangereux. Et ça, j'insiste. Donc voilà, oui, il y a une pression, elle est là, à moi de la reconnaître et de lui offrir les modes d'expression euh, les plus adaptés à la situation, au moment où j'en suis, moi, dans ma vie, à la situation intérieure et extérieure. Est-ce que, est-ce que j'y arrive? Alors, c'est vraiment pas facile, hein. Il n'y a pas une recette, hein. Pas une recette toute faite. Il y a effectivement cette écoute-là, puis ben, m'efforcer d'être là au moment voulu. Des fois, je suis pas là et des fois, il m'en coûte, hein. Euh, Je suis pas là au moment, au kairos, hein, au moment juste, au moment voulu. Euh, je me tords une cheville, je me prends une porte, enfin bon, tout ce genre de choses, hein, euh, qui arrivent à tout le monde, hein. Euh, mais justement, tout le monde ne comprend pas nécessairement pourquoi ça arrive. Donc, je te remercie parce que tu amènes des éléments qui seront utiles aux personnes qui nous écouteront. euh, Ce processus créateur, ce qui peut exiger. Tu as répondu à l'essentiel de ce que je comptais te demander sur la dynamique autonome de l'écriture, déjà, tu vois, très directement. Et je souris Super. particulièrement de ce que tu as parlé de la tentation ou du désir de se mettre les doigts de pied en éventail. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais juste deux paragraphes après ce que j'ai lu tout à l'heure, tu cites Cornelius Castoriadis. En fait, tu mets Ah, dans la suite de Cornelius Castoriadis, Murray Bookchin citera ainsi Thucydide. Il faut choisir se reposer ou être libre. ouais. Donc ça venait Oui. vraiment. Tu parles des doigts de pied en éventail et je tourne la page en me disant j'ai lu quelque chose à ce sujet-là. Ouais, ouais. Se Oui, reposer ou bon, être libre. se Euh, reposer, ouais, ouais, ouais. Hmm. Accepter la pression. euh, Ma vision de la liberté, c'est un peu, c'est un peu cette vision de, de Spinoza, hein. Je suis libre de me rendre compte ce qui me détermine. C'est-à-dire, je suis libre de travailler sur ce qui ne me rend pas libre. Mais voilà, euh, je peux pas dire je suis libre, hein. Hein, j'ai un passage aussi que tu as dû relever où je fais la différence entre le libertaire, le libertin, le libéral et les libertaliens. Bon. Oui, oui, il faudrait que je le cherche, je sais plus où il est Bon. exactement, mais Ouais, oui, bon. oui, oui, oui. Donc, L'idée de la liberté, on est dans un monde où on a bien le droit, quoi. Eh ben merde, quoi, j'ai bien le droit, non? Je paye des impôts, je bosse, j'ai bien le droit. Euh, et là, bon, on se tire une balle dans le pied quand bon, c'est bien d'avoir une certaine idée d'être soi, d'avoir un certain nombre de responsabilités, mais il y a un moment où si on se double soi-même, euh, on va s'arrêter, se regarder passer.
Ah, si je comprends bien, c'est là que le jouir sans entrave, tu l'as questionné Ouais. profondément. Et finalement, Mhm. il faut qu'il y ait une entrave. Pour que la jouissance soit consciente, il faut qu'il y ait une entrave. Alors, l'entrave, évidemment, c'est chiant l'entrave, hein. Moi qui ai élevé des animaux, mettre une entrave à un cheval pour qu'il ne s'échappe pas. euh, non, mais la nécessité d'une limite, quoi, Mhm. d'une limite, et que, bon, ben ça paraît, ça paraît tout con de le dire comme ça, mais voilà, on n'est pas tout puissant, tout n'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui des limites à leur toute-puissance. Hein, on peut reprendre un petit peu pour être euh, pas, pas théorisé, mais Mélanie Klein, elle a un très très belle image de ça quand elle parle de passer du stade, alors qu'elle appelle psychoparanoïaque, oui, paranoïaque, je vais y arriver, hein, au stade dépressif. Hein, effectivement, il y a un stade du tout petit enfant qui, on sait bien, on est tous passés par là, hein, ce stade où on est tout puissant, on veut la maman. Ouf. C'est même pas qu'on la veut, elle est à moi. On veut tout. Et on veut, en même temps qu'on veut, on veut aussi détruire. On est dans un mode d'expression tout puissant de l'être. Et on ne peut grandir que si on fait le sacrifice de cette toute-puissance et que on arrive à un stade dépressif. Alors, dire aujourd'hui, c'est libérateur d'arriver à un stade dépressif, tout le monde te regarde en disant, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oh là, va prendre, prendre tes petites pilules roses. Non, c'est un stade dépressif au sens, je rentre dans des limites et là, du coup, ça me manque et ça me fait du bien. Et ça fait du bien à moi et aux gens avec qui je vis. Hein, c'est pas de la dépression, j'en ai marre, je sais pas quoi faire, je suis pas bien. C'est une dépression positive. Et là aussi, il y a une idée, je pense, à faire passer à notre époque, parce que euh, c'est pas entendu, ça. Aujourd'hui, si tu es dépressif, on te dit, bah, va consulter, va voir quelqu'un. Hein. Mais Alors justement, c'est peut-être tout ce que tu dis déjà nous renvoie à la citation que j'ai proposée tout à l'heure où tu parles du fait que la vie est tension et que c'est le fait qu'on refuse que la vie soit tension qui dégénère dans tellement de passages à l'acte insensés. Mais il y a une phrase encore que j'ai soulignée qui m'a semblé très forte, coup de poing, je dirais presque percutante par rapport à une certaine vision des choses, de la recherche tout le temps, du bien-être, tu dis être en permanence en train de réparer les anciennes blessures est le plus sûr moyen de se fermer au nouveau. j'ai écrit ça, je l'assume, et aujourd'hui, je dirais, je serais plus nuancé. Ah, Euh, euh, on répare, on répare les anciennes blessures. Et en développant du nouveau et du créatif, on répare d'anciennes blessures. Et parfois d'anciennes blessures qui remontent à plusieurs générations avant nous. Hein. C'est pas uniquement les petites blessures narcissiques de la petite enfance. Hein. Mais oui, réparer. À un moment, on a eu une vision très, très négative du fait de réparer. Euh, il faut être soi-même, il faut créer. Il y en a marre de réparer. Non, réparer, ça veut dire comprendre ce qui s'est passé. Hein, je parle tout particulièrement pour les gens qui ont apporté le poids de traumas précoces. Il est essentiel de dire, OK, maintenant je comprends que c'est ça qui s'est passé et je vais le réparer, c'est-à-dire je vais me faire du bien en le réparant. C'est pas, je vais pas bricoler, bidouiller, c'est que je vais me faire du bien en réparant des blessures anciennes. Et que c'est ça qui va ouvrir au nouveau, la possibilité du nouveau. C'est parce qu'il y a cette circulation qui devient possible.
Là, c'est bon, c'est ce que Oui, je. mais merci. Donc, c'est Ouais, intéressant aussi, c'est que justement, c'est le plaisir de discuter avec toi, c'est que ces idées continuent à travailler, à cheminer. Hein. C'est pas un énoncé arrêté, la pensée d'Yves Buisson de façon définitive. Ça s'ouvre tout le temps au nouveau. Et du coup, j'en arrive à une curiosité. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que veut dire ce titre, Entrée en matière? Qu'est-ce que veut dire ce titre? Ça veut dire d'une part qu'effectivement, pour moi, c'est une façon, euh, en écrivant ce premier livre, d'entrer en matière, euh, commencer. Alors, bon, évidemment, ça peut laisser supposer que j'ai intention qu'il y ait des suites, mais bon, et que, euh, bon, plus que ça, bien plus que ça, euh, il y a cette question, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette image en couverture. euh, il y a cette question, allez, on va dire alchimique, hein, ouais, hein. Visite un vitriol, visite l'intérieur de la Terre et tu trouveras la pierre de l'œuvre. C'est-à-dire descendre, hein, commencer par descendre. On veut toujours monter, hein, il faut s'élever, on a toujours ce discours-là, il faudrait. Euh, euh, Là, on peut citer Jung, hein. C'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en descendant dans ces ténèbres. Mais c'est quelque chose de difficile et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui me le font. Mais la citation est un peu changée, mais c'est ça. Mais effectivement, on ne peut pas bouger si on ne descend pas dans ces ténèbres. Et c'est pas du tout agréable. Faut pas se raconter qu'on est des héros parce qu'on l'a fait ou qu'on a commencé à le faire. Euh, mais c'est là que quelque chose peut bouger. C'est ça qui donne effectivement de la vie. Et c'est dans cette matière, hein, c'est la matière, c'est vraiment la materia prima, la matière de l'œuvre, hein, qui est finalement toutes mes zones sombres, ténébreuses, que je n'ai pas envie d'aller voir. Euh, et que si je vais pas les voir, ah bah, du coup, elles vont toujours être en train je vais toujours être en train de les traîner comme un boulet parce qu'elles resteront derrière et donc ça va me freiner. Donc, c'est aller voir ça. Alors, c'est très facile à dire comme je le dis là, hein. C'est un peu plus complexe à faire, hein. Euh, et en général, c'est quand même mieux de pas croire qu'on va y arriver tout seul, hein. C'est-à-dire que c'est bien d'être accompagné, parce que ça donne un regard extérieur qui peut dire attends, là d'accord, mais vois ceci, vois cela. Mais voilà, il y a cette. À mon sens, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter de descendre en soi, peut-être pour un jour s'élever, mais en tout cas de descendre. Et descendre dans tout ce qui est occulté, hein. Je ne parle pas d'occultisme, hein, mais je parle de ce qui est occulté, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas à première vue, ce qu'on voit pas, ce qu'on donne pas à voir, parce qu'on a une persona en général assez bien qui se tient à peu près. Donc on montre pas toutes ces failles, et c'est normal, il y a pas à étaler ces failles en permanence, mais voilà, essayer de rentrer dans cet axe, parce que c'est en descendant qu'on pourra remonter. C'est un Tu, peu le sens de ce titre. tu donnes toi-même de l'accompagnement dans ce processus? Tu accompagnes toi-même? Alors, actuellement, Actuellement, j'ai un accompagnement pour moi, mais je n'accompagne personne. Euh, donc, je suis psychopraticien, hein. C'est mon métier. Je suis inscrit à ce titre-là, mais actuellement, je n'ai pas de patient. Et bon, je me dis que à l'âge que j'ai, bah, c'est peut-être aussi bien que maintenant hein. J'ai eu des patients il y a très longtemps, sur une autre approche thérapeutique.
Mais Mais j'ai j'aime peut-être beaucoup. l'occasion de te rencontrer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te rencontrer à travers cette vidéo et qui auront l'envie d'être accompagnés. Je vais te dire comment Écoute, ce titre a résonné pour moi, parce que tu sais que moi, avec l'écoute des rêves, j'aime bien laisser résonner les images. Entrer en matière, ça a sonné un peu comme une météorite qui rentre dans l'atmosphère et qui rentre dans la matière. Et comme si ah, il y avait là aussi des idées qui précisément se sont élaborées, une réflexion qui s'est élaborée depuis longtemps dans l'inconscient, et puis tu leur as donné forme, euh, et c'est entré dans la matière. Euh, mhm. voilà. Euh, D'autres projets d'écriture? Tu les laissais Oui, entendre que oui, c'est... oui. Oui, 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 il y a Oui. d'autres choses qui s'en Oui. viennent. Bah, il y a 20 pages là. Bon, alors au bout de 20 pages, il y a toujours cette phase où ça devient un peu laborieux. Bon. Mais bon, je laisse. C'est comme le pain. Il faut laisser le levain faire gonfler la pâte. Euh, ou comme le fromage, il faut laisser la présure faire prendre. Et puis après, les petites moisissures qui viennent dessus, digérer le fromage pour qu'il soit bon, pour qu'il soit affiné, comme on dit. Donc, Terre Noire peut compter sur le fait que tu vas continuer à amener les contributions. Puisque finalement, donc, tu parlais tout à l'heure de comment ton livre a voyagé chez quelques éditeurs qui rencontraient pas la ligne éditoriale, qui te Ouais, répondaient poliment. Et puis, un jour, il y a eu le projet Terre Noire, dont nous faisons tous les deux partie, avec ouais. quelques autres complices. Peux-tu parler un petit peu de ce projet? Qu'est-ce que c'est pour toi Terre Noire qui a édité ton livre, qui le publie? Ben, ça a été une surprise, hein. Ça a été une surprise quand, à l'occasion d'un voyage, on va dire un voyage d'études, sans rentrer plus dedans, enfin bon, très jungien, dans une grande forêt de Bretagne, pleine de mythes et de personnages intéressants et étranges. Et j'ai rencontré Loïs, que tu connais. Ça s'est bien passé, on est devenus amis comme ça. Et c'est quelques temps plus tard que je lui ai dit, ah ouais, j'ai un texte là dans un coin de mon ordinateur. Bon, voilà, il dort du sommeil du juste. Et à ce moment-là, Loïs m'a dit, mais attends, moi aussi j'ai un texte là que je traduis et que je vais absolument publier. Je connais quelqu'un qui écrit, qui a déjà publié, tout ça. Et l'idée est venue comme ça. Et ça a pris avec une vitesse qui, moi, m'a surpris parce que ça a été en un an. euh, Terre Noire a été sur pied après quelques discussions, réunions, réflexions. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà. Et alors, en plus, effectivement, c'est drôle puisque mon bouquin est le premier que Terre Noire publie, il s'appelle aussi Entrée en matière, puisque c'est aussi une entrée en matière de Terre Noire. Euh, hein. Terre Noire, bah, je vais en parler un petit peu aussi. Tu parlais de Loïs Le Thuot, troisième Mm. fondateur, hein. On est les trois fondateurs, puis déjà quelques autres Oui. personnes qui se sont joints à nous. Et Tony Clou. C'est un collectif éditorial. Son petit côté Terre Noire, un petit côté libertaire, mais ça évoque aussi l'alchimie qui était chère à Jung, l'alchimia. Donc il y a Ah, cette très bien. conjonction un peu entre disons, une tendance un peu libertaire et l'intérêt pour Jung et l'ouverture à toutes sortes de choses. Et c'est cette idée de sortir des sentiers battus de l'édition traditionnelle pour constituer un collectif d'auteurs Mhm. qui s'auto-éditent, mais en fait, sans être isolé, sans être avec aux prises avec les affres de l'auto-édition, parce qu'on se donne une structure, parce qu'on a une maison d'édition, parce que du coup on peut participer à des salons du livre, voilà. Je dois préciser que cette idée, pour ma part, elle rend hommage à une grande amie disparue depuis 3 ans maintenant, qui s'appelait Martine Tollet, qui était une conteuse et qui avait déjà rêvé ce projet il y a 3 ans, qui avait créé une association qu'elle appelait Amber Fabulis pour publier des contes. Et c'était le même principe. Et en fait, ce principe consiste à échapper j'oserais dire, à la dictature des éditeurs qui sont eux-mêmes soumis qu'à des considérations de profit.
Nous, nous sommes des auteurs qui reprenons en main nos projets. Du coup, il n'y a pas un éditeur pour dire non, ton titre n'est pas le titre que je veux, ou alors tu dois couper 50 pages là-dedans parce que tu comprends c'est trop gros, sans avoir lu d'ailleurs le livre généralement, parce que ça se vendra pas comme je le souhaiterais. Nous, c'est vraiment, on se dote des outils pour faire vivre nos projets. Voilà, Ouais. c'est le projet Terre Noire, qui, ne serait-ce que pour cet été, s'apprête à publier. On en est au troisième ou quatrième titre qui va sortir en juillet. On est très productif. On a les moyens d'amener beaucoup de projets. Voilà. Et donc, j'espère bien qu'on aura l'occasion de te publier à nouveau. Euh, Ben écoute, voyons, oui, j'espère aussi, hein. pour conclure cette rencontre, j'ai envie d'inviter un grand penseur, une idée qu'amène un grand penseur, juste te proposer de commenter une réflexion d'Edgar Morin qui m'est tombée sous les yeux aujourd'hui. Puis je me suis dit, oh, ça tombe tellement bien euh, avec le fait que je vais voir Yves tout à l'heure, qu'on va parler de processus créatif. Edgar Morin qui dit, il y a une faculté cognitive et créatrice sous-jacente à la conscience, que celle-ci occulte parfois et qui se manifeste dans les rêves, dans les mythes, dans les intuitions, et qui collabore avec la conscience dans les grandes pensées créatrices et les grandes œuvres du génie humain. Hmm. Voilà. Edgar Morin. Est-ce que tu ne serais pas en dialogue avec Edgar Morin dans ton propos? Est-ce que vous seriez Ben, en résonance l'un avec l'autre, me semble-t-il? ben, je serais honoré d'être en résonance avec Edgar Morin, hein, parce que c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. Ça, ça me fait penser à, c'est André Breton dans Les Pas perdus qui, lui, dit quelque chose frappe à la porte de l'être. Alors, je ne sais plus la citation exacte, mais il dit bien quelque chose d'impératif. Euh, et, mais oui, il y a quelque chose qui est de cet ordre inconscient. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas mon génie propre, c'est pas voilà, quelque chose que je pourrais m'attribuer, m'accaparer et revendiquer comme étant mien. Mais c'est quelque chose qui, c'est la fleur qui pousse sans qu'on lui ait demandé de pousser, et qu'on peut effectivement juste, bon, s'il y a une ronce qui vient sur le côté, pousser un peu la ronce qu'elle a qu'elle la gêne pas, qu'elle la laisse s'exprimer. Mais être le jardinier, quoi. C'est vraiment cette fonction D'être le d'être le, jardinier. d'être le jardinier. Voilà. Merci, Voilà. merci Yves. Je vais remontrer ton livre et je t'invite à un petit mot de la fin. Alors, comment tu as envie de conclure cette entrée en matière aujourd'hui verbale, euh, cet échange? Ah, Qu'est-ce que tu as envie de... j'aime beaucoup tous les petits signets de couleurs, hein, ce petit côté arbre de Noël. Je fais pareil, hein, moi, sur les bouquins. Comment j'ai envie de conclure? Euh, Ben, je ne sais pas, j'ai presque envie de dire que j'ai pas envie de conclure. J'ai envie de laisser la porte ouverte, hein, entre en matière. Donc, effectivement, ces deux kabyres descendent dans la grotte qu'ils sont en train de creuser. Euh, Voyons quel trésor ils vont trouver, quelle source peut-être va jaillir. Voilà. Merci. Au plaisir donc de se retrouver pour la suite de cette entrée en matière une prochaine fois. Ce sera un grand plaisir. Merci. Merci à toi, Jean. C'était effectivement un grand plaisir, un très bon moment. Au revoir. Au revoir.